Direction Lochère. Tiens, revoilà notre ami le balisage. GTA, c'est la grande traversée de l'Argonne. J'espère qu'aujourd'hui, toutes ces pancartes nous enverront dans la bonne direction parce qu'on retourne dans la forêt. On va y rester pendant un long moment. Ah bah celle-là, c'est la première que je remarque. C'est un vrai bourbier ici. Ça prend du temps de progresser dans toute cette mélasse. C'est désagréable et je me demande comment est-ce qu'il y a autant de boue alors qu'il faisait 30 degrés hier. Et ici on arrive étrangement à une petite clairière. Comme si un type venait tondre la pelouse au milieu des bois, comme ça, pour le plaisir. Avant-hier, j'explorais la nature de l'esprit, c'est-à-dire de la pensée et de l'attention. Il m'est venu en tête cette idée, largement répandue dans le monde humain, selon laquelle l'argent ne fait pas le bonheur, mais en tout cas y participe. C'est-à-dire que l'argent fait le bonheur, si on veut arrêter de tourner autour du pot. Et je questionne cela. Au fond, qu'est-ce que l'argent? Nous l'appelons le pouvoir d'achat, c'est-à-dire que c'est du pouvoir, le pouvoir d'acquérir, d'accumuler des expériences agréables, ce qui est quelque chose de subjectif. Une expérience agréable ne l'est pas forcément pour l'autre. Et puis avec de l'argent, nous avons également le pouvoir de tenir à distance certaines expériences que nous ne voulons pas vivre ou que nous ne voulons pas revivre. L'argent nous donne donc la possibilité d'organiser notre quotidien de la manière dont nous le souhaitons. Nous considérons donc que le plus nous avons d'argent, le plus nous avons les coudes franches, le plus nous avons de liberté, de vivre de la manière dont nous voulons, et que tout cela participe à notre bonheur. Je questionne cela. Admettons que vous regardiez un film absolument passionnant, et que vous êtes complètement soufflé par ce que vous voyez. Littéralement, le moi a été soufflé, il n'existe plus. Il y a simplement cette attention inconditionnelle qui est donnée à la réalité telle qu'elle est. À ce moment-là, vous connaissez une grande joie. Et puis l'expérience prend fin. Et tout ce qu'il reste de ce moment, c'est un souvenir. Ce souvenir vous revient à l'esprit plus tard, et à nouveau vous voulez regarder ce film. Mais lorsque vous reproduisez l'expérience, vous ne connaissez plus cette grande joie. Ce que vous connaissez à la place, c'est du plaisir. Quelque chose d'inférieur. Et à mesure que vous allez regarder le même film, encore et encore et encore, vous y prenez de moins en moins de plaisir à chaque fois. Et vous avez déjà remarqué ça par vous-même, avec la musique par exemple. Vous entendez un morceau qui vous transfigure, et puis à force de le réécouter encore et encore, vous en prenez de moins en moins de plaisir au fil du temps. Il y a cette idée dans l'esprit humain, répandue de manière très générale, à un niveau presque subliminal je crois, selon laquelle l'accumulation des plaisirs ferait notre bonheur. Je ne crois pas du tout que ce soit vrai. L'hiver dernier, vous avez brûlé des bûches dans votre cheminée et vous avez produit de la chaleur. Qu'en reste-t-il maintenant? Admettons que vous vous sentiez particulièrement misérable maintenant. Que reste-t-il de la somme de toutes les expériences dont vous avez dérivé du plaisir dans votre vie? Ou bien peut-être que maintenant vous ne vous sentez pas misérable du tout, mais malgré tout, que reste-t-il de ce plaisir? D'une certaine façon, on pourrait dire que personne n'a jamais prétendu que le bonheur, c'était de répéter de manière obsessive et compulsive le même comportement encore et encore, regarder le même film, écouter la même musique. Peut-être qu'il faudrait varier les plaisirs. Mais même si nous varions les plaisirs professionnels, culturels, sexuels, familiaux,
Est-ce que vraiment toute cette somme de plaisir nous amène au bonheur? La société nous dit que ce qui est important dans la vie, ce n'est pas la grande voiture, ce n'est pas d'avoir une piscine dans son jardin. Ce qui est important, c'est la famille, c'est l'amitié. Mais je ne sais pas si c'est vrai. Parce que l'être humain est une créature divisée, déséquilibrée, déchirée en elle-même. Les amis nous trahissent, ils nous tournent le dos, ils ne sont pas là quand nous avons besoin de nous. Les familles se déchirent. Comment est-ce qu'une somme de gens qui ne sont pas équilibrés, lorsqu'ils se mettent ensemble, pourrait créer quelque chose d'équilibré? Il me semble que le bonheur ne peut pas être atteint par le diplôme, par la réputation, en obtenant une pension. Il me semble que le bonheur ne peut pas être atteint après 10 ans de pratique de la méditation ou de pratique de l'aïkido. Il me semble que le bonheur existe avant tout ça. Que la grande voiture, la famille, l'amitié, la piscine, la réputation, le diplôme, il me semble que toutes ces choses-là ne sont en réalité que des moyens pour nous de vivre le bonheur que nous sommes déjà avant que toutes ces expériences ne prennent place. Il me semble que d'exister ici et maintenant, c'est déjà connaître la paix, la joie et l'amour. En un mot, le bonheur. Il me semble cependant qu'un être humain qui est véritablement heureux ne dit pas qu'il est véritablement heureux. D'une certaine manière, il ne le sait pas, parce qu'il est complètement soufflé par la vie telle qu'elle apparaît. Il n'est pas en train de se regarder et de se dire « Waouh, comme je suis en train de bien m'amuser en regardant ce film ou en écoutant cette musique ». Il est complètement en train de vivre, il est complètement immergé, complètement attentif à la réalité telle qu'elle est. Lorsque nous commençons à étudier notre mental, nous prenons conscience que ce n'est pas l'attention que nous donnons à la réalité et aux faits qui prédomine dans notre vie de tous les jours, mais c'est la pensée. C'est la pensée qui est tout le temps en train de discourir, de juger. C'est la pensée qui est devenue prédominante et c'est l'attention qui est devenue inhibée. Elle est comme hypnotisée par le mouvement de la pensée. Je pense que le simple fait de prendre conscience de cela amène naturellement l'attention à devenir particulièrement tranchante, à déchirer le rideau de la pensée et nous ramène à la vie telle qu'elle est ici et maintenant. Et la vie telle qu'elle est ici et maintenant pour l'être humain, si on considère que la conscience est son contenu, alors le contenu de la conscience humaine, c'est la souffrance. C'est ce qu'il y a au cœur de l'instant ici et maintenant, et c'est probablement ce que nous ne voulons pas voir. Et si nous avons le courage, ou peut-être que nous avons essayé comme moi tout le reste, et puis rien n'a fonctionné, donc on est obligé au fond d'aller voir cette souffrance, s'il lui est permis de s'exprimer, alors quoi? Que se produit-il? Il me semble que le corps humain ne connaît pas la douleur, et qu'il n'est pas capable de voir. Que lorsque nous enfonçons une aiguille dans les fesses d'un cadavre, ce cadavre ne se met pas à crier de douleur, et que lorsque nous lui soulevons les paupières, il n'est pas capable de regarder, de voir. Il me semble que l'œil ne fait que de faciliter la vue, que le nerf ne fait que de faciliter la douleur, mais qu'il y a quelque chose à l'intérieur du corps humain, une animation qui voit et qui ressent. Le mot animation vient du latin anima, qui donne également le souffle ou l'âme. Il y a comme une animation qui active cette poupée de chair et de sang, et cette énergie vitale, elle peut être perturbée, n'est-ce pas? Elle peut devenir la souffrance, la solitude, la colère, la haine, le ressentiment, le désespoir, la dépression. D'une certaine manière, peut-être qu'il n'y a pas en nous l'énergie de Jésus et l'énergie de Satan. Peut-être qu'il n'y a qu'une seule énergie vitale, et que lorsque cette énergie est paisible, par défaut, nous connaissons la paix, la joie et l'amour, le bonheur. Et peut-être que lorsque cette énergie devient chroniquement perturbée, à ce moment-là, il y a une anxiété, un ressentiment, un mal-être diffus mais continu qui est là. Et jusqu'ici, nous avons essayé d'agir à partir de ce mal-être et de produire quelque chose dans le monde, des effets. Nous avons essayé de construire à partir de ce mal-être. Nous avons essayé de faire des efforts à partir de ce mal-être pour
pour le résoudre. Il semblerait pourtant qu'il n'y a pas de séparation entre la vie intérieure de l'être humain et sa vie extérieure, et que tout ce que nous faisons à partir de ce venin, qui provient de la vipère mentale, ne fait que d'envenimer la situation. Je pense que vraiment, si nous voyons cela, si nous commençons à agir sur le venin lui-même, si nous commençons à agir sur la vipère mentale elle-même, plutôt que d'agir à partir de ces choses-là, je pense que l'énergie commence à s'apaiser. Et que dans cet apaisement, on en vient à prendre conscience que d'exister ici et maintenant, c'est déjà être en paix, c'est déjà être heureux. Il me semble que l'argent ne peut pas faire votre bonheur, que l'argent peut simplement faire votre plaisir. Nous avons créé ces temples, que nous appelons des centres commerciaux. Nous avons créé toute cette société de consommation qui est construite autour du plaisir et du désir. Et puis parce que la pensée voit les choses en noir et en blanc, nous avons également créé des monastères et des couvents où l'on pratique le rejet du plaisir et du désir. Mais je pense qu'ils ont leur place dans la vie de l'être humain. Que nous leur avons donné une trop grande importance, que nous avons couru jusqu'ici après le désir et le plaisir, parce que nous pensions que de les assouvir nous permettrait de résoudre cette souffrance que nous connaissons. Je pense que l'argent ne peut pas faire notre bonheur, il peut faire seulement notre plaisir, que le plaisir a sa place dans la vie de l'être humain, et donc que l'argent a sa place dans la vie de l'être humain, mais que l'essentiel en réalité ne se trouve pas dans le fait de vivre des expériences, mais simplement dans le fait de vivre pleinement, ici et maintenant, d'être complètement à l'écoute, profondément à l'écoute de ce moment, de cette existence telle qu'elle apparaît, plutôt que telle que la tête voudrait qu'elle soit. Eh bien, je ne suis pas mécontent d'avoir fait une petite étape hier. Mon genou aujourd'hui ne me fait pas mal quand je marche. C'est vraiment une bonne nouvelle. J'ai bien progressé aujourd'hui. J'ai fait quelque chose de l'ordre de 12 km et demi en 4 heures. Le GPS indique qu'il faudrait 3h45 pour le faire. Ah, c'est plutôt chouette. Je suis plutôt satisfait. On va arriver à Locher tout à l'heure. Ça nous fera une étape de 19 km aujourd'hui. C'est plutôt pas mal selon nos standards. J'ai presque envie de pousser jusque Clermont en Argonne, mais je ne vais pas exagérer. Clermont en Argonne, c'est notre première étape demain probablement. C'est une étape un peu spéciale dans notre voyage du point de vue de la logistique, parce que c'est le dernier endroit où on va trouver une boulangerie et une épicerie. Avant Bar-le-Duc. Bar-le-Duc, ça a l'air d'être une grande ville dans la région, et c'est à 60 km de Clermont en Argonne. Alors 60 km, c'est pas grand-chose. Pour un marcheur aguerri, c'est l'espace de 2 jours. Mais moi, peut-être qu'il m'en faudra 3. Et si les jambes ne vont pas, il m'en faudrait 4. Or, mon sac n'est pas prévu pour marcher en emportant de la nourriture pour 4 jours. Je n'ai pas prévu mon aventure comme si je faisais le sentier des Appalaches aux États-Unis, par exemple. Donc, si c'est le cas, il va falloir que j'emporte un peu plus de nourriture et que je me rationne jusque-là. Et on va voir comment ça va aller. Souvenez-vous, j'allais dans un camping pour la première fois, le 14 juillet, c'était à Bar-les-Busancy, si je prononce le nom de la localité correctement. Et le camping m'a coûté quelque chose comme 19 €.
crois que ce n'était pas plus cher ce jour-là parce que c'était le jour de la fête nationale française. Je crois que c'était comme ça tout le temps. J'ai trouvé que c'était très pratique de pouvoir poser sa tente dans un camping parce qu'on a accès alors à des sanitaires et ça permet de faire une lessive et de se laver. Et c'est quand même pratique. Quand je m'étais arrêté au pied du Mont Dieu, à la Correrie, le propriétaire du gîte m'avait apporté un seau et ça m'avait aussi permis de me laver et de faire une petite lessive. Et c'est quand même plus économique quand vous pouvez dormir gratuitement, monter votre tente dans un jardin et qu'on vous apporte un seau, mais ce n'est pas toujours le cas. Euh, je me souviens près de Daverdis en Belgique, on m'avait laissé dormir dans un champ, mais je n'avais pas eu la possibilité de faire une lessive à ce moment-là. Se laver, c'est toujours possible parce que j'emporte une poche d'eau avec moi et j'ai une boîte de gel douche vide dans lequel je peux verser un petit peu d'eau pour le gant de toilette et donc je peux toujours me débarbouiller, quoi. Mais pour laver des chaussettes, par exemple, et les rendre le plus propres possible, il faut une assez grande quantité d'eau, je dois dire. Et c'est pratique d'avoir accès à un camping à ce moment-là. Mais plus je m'enfonce dans la France, apparemment, plus les campings deviennent démocratiques. Par exemple, à Grandpré, la nuit ne coûtait plus que quelque chose comme 10 euros. Et la nuit dernière, que j'ai passée à Varennes en Argonne, le camping coûtait 6,40 €. Ce qui est de plus en plus pratique, je dois dire. Ceci dit, à partir de maintenant, à partir de Clermont en Argonne, on ne va plus trouver aucun camping jusque Bar-le-Duc. Et donc, il ne semblerait pas qu'il y ait des gîtes ni des campings le long de la route. Je ne sais pas encore comment je vais faire, mais je trouverai une solution. Je viens d'entendre un remue-ménage là-bas, dans ce coin là-bas. Je me demande si je n'ai pas dérangé des sangliers ou quelque chose comme ça. J'espère qu'on ne va pas se retrouver nez à truffe. Autrefois, c'était les gens du village qui venaient faire tout ce travail. Les gens étaient ensemble et travaillaient ensemble. Aujourd'hui, le monsieur là-bas, il est tout seul dans sa cabine, toute la journée. Un jour, ce sera une intelligence artificielle qui conduira la machine, et il n'y aura plus personne. Mais où sera l'être humain alors ? On arrive à Locher.